est 16 heures. Bienvenue à toutes et à tous à cet nouvel épisode des Jeudis de l'innovation en FLE. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'intituler cet épisode « Et les MOOC, les CLOUM ». J'aimerais bien, à travers cet épisode, de faire le point avec vous sur les cours en ligne ouverts et massifs, les MOOC, les Massive Open Online Courses, qui a comme définition ou qui décrit la formation qui vise un grand nombre de personnes et qui se réalise à distance en ligne. À travers cet épisode, nous allons pouvoir définir le MOOC, mais aussi on va définir d'autres produits comme les SPOC, les Small Private Open Courses, qui est venu juste après une grande vague de MOOC, les cours en ligne d'accès restreint. Ensuite, nous allons voir les repères historiques depuis 2010, depuis la naissance des MOOC jusqu'en 2023. Et petit à petit, nous allons découvrir des plateformes des MOOC qui sont destinées à l'enseignement des langues et à la formation des enseignants en langue. Et puis, certainement, on va pouvoir aussi souligner les difficultés que les MOOC rencontrent actuellement et comment ce projet qui avait un objectif purement humaniste n'a pas pu avoir le succès attendu. Surtout pourquoi ? Et comment on peut le réinvestir pour justement en profiter de tout ce qui est derrière, le contenu, les ressources, les activités. Tout ça nous semble très important. Alors, pour commencer, la définition, on vient de la citer, c'est une formation qui vise un grand nombre de personnes et qui se réalise à distance et qui peut viser un nombre illimité. C'est ça, je pense, qui était attendu par les concepteurs des MOOC, ou en tout cas les inventeurs des MOOC. Ces inventeurs, c'est des inventeurs canadiens qui avaient comme rêve ou comme espoir de rendre accessible la formation, le savoir et de pouvoir donner accès au monde entier à un savoir parfois limité à un nombre d'inscrits dans une formation. Donc, vous pouvez, depuis votre pays ou depuis votre lieu, vous inscrire et suivre une formation dans un autre pays, dans une autre université et pouvoir même avoir un certificat d'une grande école ou d'une grande université qui certifie que vous avez atteint un niveau et que vous avez suivi un cours, parfois même avec les profs vedettes de cette formation. Donc, c'était vraiment une philosophie très humaniste et on a pu voir que les formations qui ont été proposées étaient des formations très intéressantes et petit à petit, on a pu voir comment les MOOC évoluent. Même parfois, alors que normalement c'est une formation gratuite à la base, qui avait comme philosophie de suivre 6 semaines de cours, avec entre 6 et 8 semaines de cours, petit à petit, elle est devenue payante, avec un accès un peu parfois limité, avec un suivi ou non. Mais bon, parlons d'abord de la première génération des MOOC. Alors, la première génération, on a pu les voir sur des plateformes anglo-saxonnes comme Coursera, edX, Canva. Eh bien, c'était des plateformes qui proposaient des MOOC dans tous les domaines, surtout dans l'université de Harvard, Oxford, Cambridge, qui proposaient donc des formations qui permettent aux personnes de suivre, par exemple, un cours sur les relations internationales avec le professeur vedette du domaine. Donc, c'était très intéressant et on a pu voir des inscriptions qui allaient jusqu'à 700 000 ou 100 000 inscrits par session. C'était extraordinaire. Et puis, petit à petit, en 2013, on a pu voir que la France, elle a essayé de s'adapter à ce mouvement et à mettre en place aussi un portail ou une plateforme aussi en France
opéré, on va dire, ou euh, euh, entretenu par le ministère d'Enseignement supérieur, et on a pu assister à la naissance de FAN, France Université Numérique, en 2013, qui accueillait donc les cours de plusieurs universités sur plein de thèmes, jusqu'à 35 thèmes, voire plus, dans toutes les universités, presque en France. Alors, cette première génération de MOOC avait toujours le même format, à savoir un découpage en séquences permettant donc un travail régulier chaque semaine, des contenus pour chaque semaine qui proposent un cours. C'est généralement sous forme d'une courte vidéo, à peu près 10 minutes, mais on a pu voir aussi des vidéos d'1 heure. Des ressources en ligne, des documents à consulter ou à télécharger, des tests, des activités, parfois des quiz, des travaux pratiques à effectuer, et puis parfois la possibilité de correspondre ou de contacter un enseignant. Mais les premiers MOOC ne proposaient pas un tuteur, parce qu'on ne peut pas proposer un tuteur à 100 000 personnes, bien évidemment. Même si les 100 000 ne suivent pas, il y a au moins une grande partie, enfin une partie d'entre eux qui arrivent à la fin de la formation, et c'était quand même un très grand nombre de personnes. Donc, on a pu voir ce format, comme je vous ai dit, entre 6 et 8 semaines de formation, avec ce scénario toujours le même. Ce qui était très positif, parce qu'un MOOC, il proposait quand même pas mal de documents, de ressources, de cours, de vidéos, donc c'était riche, c'était vraiment riche, et les concepteurs étaient là à proposer, par exemple, parfois 3 vidéos par semaine, des quiz, des activités sur les forums, parfois des vidéoconférences, et parfois une tâche finale à faire. Donc, il y avait des approches de plus en plus qui progressent, hein, parfois des approches modulaires, parfois des approches actionnelles, parfois des approches par compétences. Donc voilà, petit à petit, on a pu aussi voir une évolution vers des activités collaboratives, une possibilité de réaliser une tâche finale à plusieurs. Donc c'était intéressant de voir la progression des MOOC. Mais on a pu également assister à un petit... j'ai pas envie de parler d'échec, mais on a pu aussi assister à un délassement, où on va dire les personnes qui s'inscrivaient, on voyait sur 700 000 que 500 personnes seulement qui arrivaient jusqu'à la fin. Et on voulait comprendre pourquoi une formation gratuite, ouverte à tous, accessible, riche en contenu, pourquoi elle a été abandonnée avec un taux de 95% jusqu'à 98% de personnes. Donc les gens, ils s'inscrivaient en masse, mais ceux qui arrivent à la fin, c'était vraiment très peu de personnes. Donc les défis aussi en termes de conception pédagogique pour les concepteurs étaient énormes. Il a fallu aussi proposer des scénarios où il y a plus d'interaction, parfois des corrections, des évaluations. Donc, on voulait comprendre les spécificités de la dimension massive des MOOC, et pourquoi justement il y a eu cet abandon de ce produit en ligne. En tout cas, avant d'aborder cet abandon, on va faire un focus sur les MOOC qui concernent les langues et qui concernent la formation des enseignants des langues. Alors ça, on peut le voir, bien évidemment, on peut le découvrir sur France Université Numérique, FAN, le portail du ministère. On peut tout à fait sélectionner les MOOC qui concernent l'apprentissage des langues. Donc vous allez voir par exemple une grande école comme l'INALCO qui propose l'apprentissage du turc, de l'arabe, du chinois. Il y a énormément de choses qui sont proposées par l'INALCO. Ou bien, par exemple, l'Alliance française de Paris qui a proposé également des MOOC pour l'apprentissage du français langue étrangère. Il y a eu parfois même des concepteurs
qui ne relèvent pas d'une université, qui proposaient, et la plateforme Fun accueillait ces MOOC-là. Donc, on a pu voir comme des méthodes en ligne qui sont disponibles, accessibles, gratuites et qui permettent de valider un niveau en langue. Ça peut être le DELF, même préparer un certificat, une certification comme le DELF-DALF. On a pu voir par exemple le MOOC Défi DELF de l'Université de Lille qui a eu beaucoup de succès également pour la préparation de niveau B2. Et ça a été très intéressant et ça permettait également de justement garder un produit vif qui permettait à l'apprenant d'atteindre un niveau et de pouvoir proposer un certificat qui atteste qu'il a atteint un niveau. Quant au MOOC pour la formation des enseignants, on a pu aussi identifier un certain nombre qui sont très intéressants, soit des MOOC pour devenir des enseignants de FLE, comme le MOOC qui a été sponsorisé entre guillemets par la FIPF, ou bien un MOOC également qui a eu beaucoup de succès, préparé par l'université de Grenoble Alpes, donc ce MOOC intitulé autour du numérique, autour de l'enseignement du numérique. Donc ce cours-là, il avait ce MOOC-là, on va dire, il avait aussi un succès pour la formation des enseignants sur le numérique. Donc on a pu voir des tendances, si vous voulez, par année de 2012 jusqu'à 2016. Il y a une grande progression et puis chaque université essayait de proposer ses produits, donc c'était très intéressant et ça nous a permis justement de voir cette progression de scénario, cette progression du format du MOOC. Et puis, petit à petit, parfois, il y en a qui rendaient l'attestation, par exemple, payante. Il y avait deux parties, deux parcours, et puis pour arriver à valider complètement le MOOC, il a fallu payer, ce qui était contraire à l'esprit premier des MOOC. Le MOOC était là pour être gratuit, accessible, ouvert à tous. Et là, on voyait que les formats quand même progressaient. Moi, j'ai pu aussi voir des MOOC qui comportaient 18 semaines, jusqu'à même 20 semaines, ce qui était absolument contraire au premier MOOC qui proposait uniquement 6 semaines. Vous vous rendez compte que vous vous engagez jusqu'à 20 semaines, ça a été quand même très très lent pour les personnes qui suivaient. Alors, maintenant, on va pouvoir peut-être attaquer à ce point qui aborde l'abandon des MOOC. Pourquoi les gens ont abandonné cette idée, pourtant ils pouvaient avoir un certificat, pourtant les certificats sont reconnus, c'est-à-dire quand vous avez un certificat par exemple de suivi de l'Alliance française, c'est absolument reconnu, ou bien un certificat qui montre que vous avez été formé sur un domaine, si vous le valorisez dans votre CV, ils sont reconnus sur le plan académique et professionnel. Alors pourquoi justement il y a eu cet abandon? Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui montrent que les MOOC étaient des produits, pas totalement adaptés et leur format était parfois contraignant. Alors d'abord, numéro 1, l'absence du tutorat. L'absence du tutorat a impacté certainement l'expérience de l'apprenant qui se trouvait parfois seul et qui entrait dans un dispositif où on propose des ressources, c'est bien, des vidéos à regarder, d'accord, mais il se trouvait livré à lui-même et sans challenge, sans interaction, sans feedback, sans cette possibilité d'interagir ou de poser des questions avec un enseignant. Donc cela a vraiment peut-être démotivé l'usager. Après, il y a eu aussi cette gratuité qui a joué. On sait que tout ce qui est gratuit, il est accessible, on va le revoir plus tard. J'ai un collègue qui a toujours dit tout ce qui n'est pas noté tout ce qui n'est pas noté à l'université n'est pas travaillé, n'est pas pris en compte, ce qui est vrai. Les apprenants ou les étudiants, à partir du moment où il n'y a pas un impact sur leur travail direct, en tout cas leur formation directe, ne s'engagent pas.
Puis troisième chose, je pense que cette accessibilité, le fait que chaque MOOC se rejoue tous les 3 mois, comme c'était le cas au début, ben, les gens ils disaient bon, on va pouvoir le faire plus tard. Il n'y a pas eu, si vous voulez, un encadrement dans le temps, et du coup les personnes ont pu justement bah, abandonner et puis dire bah, on reviendra plus tard parce que les vidéos sont accessibles. Bah voilà, je pense que c'est les 3 éléments qui ont beaucoup impacté ce produit. Pourtant, il reste quand même très intéressant et très apprécié, parce qu'il est riche, parce que les contenus sont parfois équilibrés, sont souvent équilibrés, et puis il y a des explications claires, il y a une grande qualité des quiz, les vidéos sont quand même assez intéressantes, et puis bah, il y a aussi des personnalités qui assurent ces cours-là. Donc, il reste quand même un produit intéressant qu'on peut réinvestir dans nos formations. Et je pense qu'on peut toujours s'appuyer sur le contenu proposé pour les intégrer, ou intégrer des parties, en tout cas des MOOC, dans nos formations. Vous pouvez vous appuyer sur les activités pour, par exemple, le MOOC pour la préparation d'ELF-DALF. Vous pouvez vous appuyer sur les ressources, sur les idées qui sont derrière, parce qu'il y a vraiment un MOOC pour l'anglais, par exemple, autour d'un scénario qui s'appelle Spice Your English, qui a été fait autour d'une ambiance dans une cuisine avec des ingrédients, et comment on va pouvoir associer les ingrédients pour apprendre l'anglais et améliorer sa prononciation et pouvoir... c'était vraiment des idées très intéressantes, et le scénario, le parcours lui-même était très, très intéressant. Donc, on peut toujours, je pense, s'appuyer sur ce MOOC, et on peut toujours le réinvestir et pouvoir l'intégrer, on va dire, dans nos formations. Alors, les difficultés que les MOOC rencontrent maintenant ont été à peu près contournées par un autre produit qui s'appelle les SPOC, les Small Private Open Courses, les cours en ligne d'accès restreint, parce que les personnes étaient très... ils admiraient beaucoup cette idée d'avoir des cours gratuits, accessibles, mais ils ont demandé à ce qu'ils soient un peu pas ouverts en massif à 700 000 personnes ou au monde entier, mais à des groupes limités à 30 personnes. Donc les SPOC sont venus un peu remédier ce problème, et pour avoir justement la présence d'un tuteur qui sera là et qui va assurer le tutorat de la formation et l'accompagnement, et qui va pouvoir motiver, qui va pouvoir corriger, faire le feedback, ou bien modérer un forum. Il sera présent tout au long du parcours. Donc, je pense que, si je peux conclure, je pense que le MOOC reste quand même une belle philosophie d'accessibilité au savoir. Je pense que l'idée du MOOC reste quand même toujours très noble. Et je pense qu'on peut vraiment retenir des points positifs autour de son découpage, autour de son travail régulier chaque semaine, autour des ressources qui sont accessibles. Je pense qu'il a encore du potentiel. Il y a des MOOC maintenant ils traitent les sujets d'actualité, comme l'intelligence artificielle, comme la réalité virtuelle, et ça permet d'expliquer un sujet d'actualité, ça permet de nous monter en compétence sur ces domaines et ces thématiques nouvelles. Et je pense que le MOOC, il a encore un peu de temps devant lui, mais il reste quand même assez innovant, entre guillemets, puisqu'il est venu avec ces idées intéressantes. Et puis, ça a permis aussi, tout au long, depuis 2012 ou 2010, une évolution des scénarios, une évolution des interactions, une évolution de beaucoup de choses que les concepteurs ont pu mettre en place pour pouvoir remédier aux contraintes et aux problèmes. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Je suis à votre disposition pour toute question. Donc, on a un temps d'échange ensemble. Merci beaucoup pour votre attention.